Mesdames, Messieurs, merci de nous retrouver pour Gano Sénéweb qui reçoit aujourd'hui M. Chamba Ndiaye, maire de la commune de Ndofane dans la région de Kaolack. M. le maire, bonjour. Bonjour. Je rappelle également que vous êtes le directeur général de la Société des infrastructures et des réparations navales, la CIRN, qui a été citée dernièrement dans un rapport de la Cour des comptes où on a parlé de malversation. Que voudriez-vous que les gens retiennent par rapport à ces évocations? Je voudrais attirer l'attention effectivement de cela que nous sur le fait que le rapport de la Cour des comptes concerne une période bien déterminée, notamment la période 2008-2011, et que dès que le nom de la CIRN a été cité, certains sont allés très vite en besogne en me mettant à la une de tous les journaux, alors que je n'étais pas directement concerné. Ce qu'il faut dire, c'est que j'ai trouvé la CIRN dans une situation extrêmement difficile. Je dois comparer, je ne sais pas à quoi je vais comparer la CIRN, parce que quand vous venez dans une société où il n'y a même pas d'organigramme, où il n'y a même pas d'agent ayant le bac, vous imaginez le travail qui m'attendait quand je venais d'arriver. Mais j'ai dû donc beaucoup travailler et aujourd'hui je suis fier d'avoir, disons, recréé une société parce que déjà du point de vue des résultats, les résultats des années d'avant, mon arrivée c'était des résultats négatifs à tout point de vue. Aujourd'hui, en 2014, quand nous avons fait récemment l'Assemblée générale de la société et la société est devenue largement bénéficiaire. C'est donc dire qu'en ce qui me concerne, j'ai fait beaucoup d'efforts pour redresser la situation de la CIRN. Bon, il est vrai que par le passé, il y a eu des responsables qui ont eu beaucoup de difficultés, moi-même que j'ai vécu, que moi-même j'ai participé à résorber. Et donc je pense que c'est surtout ces questions-là qui ont été évoquées dans le rapport de la Cour des comptes. Je dois même ajouter que sur les flancs de la CIRN vient de naître une autre société dénommée Sengalgi, dont nous détenons les 49%. C'est une société que nous avons créée avec des partenaires italiens, donc pour démarrer pour la première fois la construction navale au Sénégal. Et cette construction navale va concerner dans un premier temps le renouvellement de la flotte de pêche artisanale, nos fameuses pirogues en bois que nous allons remplacer avec des pirogues en fibre de verre. Et il y aura une deuxième phase qui va concerner le transport fluvio-maritime. Et bien entendu, plus tard certainement, on fera des bateaux de plaisance et de surveillance. Aujourd'hui, on est à l'ère de la fibre de verre. Pour exemple, si vous prenez une pirogue en bois, sa durée de vie maximale, c'est 5 ans, avec beaucoup d'investissements en termes de réparation. Mais si vous prenez la pirogue en fibre de verre, vous pouvez faire 30 à 35 ans jusqu'à 40 ans. Il y a eu beaucoup de rapports pour parler un peu de cette gestion des deniers publics. Mais on se rend compte après que les personnes qui sont soupçonnées d'avoir commis des malversations ne vont pas au-delà de la sanction un peu qui concerne la stigmatisation au niveau de la presse. Vous avez bien fait d'évoquer la stigmatisation au niveau de la presse. Parce qu'entre parfois ce qui est écrit et la réalité, il peut y avoir des différences. Mais supposons déjà que ce qui est écrit soit vrai. Je pense qu'il est toujours bon quand même d'analyser la situation avec beaucoup de sérénité, de faire preuve de tolérance et de compréhension. Il n'est pas acceptable que des dirigeants détournent les deniers publics. C'est inacceptable, dans la mesure où, pendant ce temps, il y a des populations qui n'ont pas le minimum pour vivre. Mais à côté de ces détournements de deniers publics qui sont extrêmement graves, qu'il faut sanctionner sans hésiter, il y a parfois des manquements qui sont des manquements de bonne foi. Vous savez, la gestion n'est jamais facile. Il peut arriver qu'un responsable prenne une décision de bonne foi simplement parce qu'il voulait bien faire. Donc moi, c'est ce discernement-là que je voudrais que l'on fasse. Parce qu'il est très facile de critiquer du dehors. Mais quand on est dedans,
on se rend compte qu'il arrive des moments où il faut prendre des décisions qui sont tellement importantes qu'il faut les prendre parce qu'il y va de l'intérêt du pays. Et moi, en tout cas, en tant que directeur général, c'est cet appel-là que je voulais lancer à ceux-là qui analysent la situation et qui ont la responsabilité parfois de faire des rapports. C'est un type que je vais vous donner. C'est le président de la République lui-même qui se rend compte que les procédures sont compliquées, tellement longues, qu'il se réfère au PNUD pour lancer le programme d'urgence de développement communautaire et régler de façon efficace et accélérer les problèmes des populations. Arrêtons-nous justement à ce programme d'urgence de développement communautaire. Certains se sont tout de suite dit, voilà une aubaine pour les collectivités locales qui étaient nombreuses à se plaindre après avoir été créées par l'acte 3 de la décentralisation sans grands moyens. Ce programme-là, c'est un programme du chef de l'État qui estime qu'il était temps qu'on prenne en charge la problématique de la pauvreté qui assaillit les populations rurales. Et de ce point de vue, je pense que ceux qui ont assisté au lancement de notre mouvement, le mouvement démocratique pour le développement intégral du Sénégal, vont se dire... Auquel on va arriver d'ailleurs tout à l'heure. On va arriver tout à l'heure. Ceux-là donc, qui ont vu ça vont se dire que, mais tiens, ça, c'est une vision aussi de notre mouvement. Parce que pourquoi ce mouvement d'ailleurs soutient le président de la République? C'est qu'il a commencé par mettre en œuvre la bourse de sécurité familiale. Il a mis en place la couverture maladie universelle. Nous nous sommes appropriés ces deux projets majeurs et nous avons dit maintenant que le président de la République doit s'attaquer à régler les problèmes des populations qui n'ont ni accès à l'électricité ni accès à l'eau, alors que nous venons de boucler 55 ans d'indépendance. Nous, en tant que collectivité locale, le rôle que nous aurons à jouer, c'est un rôle d'assistance, d'orientation qui puisse permettre donc, à ce projet-là d'arriver de façon plus efficace vers les destinataires. Et vous considérez que ce projet est réellement porteur d'espoir pour les populations dont vous êtes les mandataires? Ah oui, oui. Imaginez les conditions dans lesquelles nos braves femmes travaillent. Aller chercher du bois mort, faire 2 kilomètres pour puiser de l'eau. Des villages sont nés depuis 2 siècles et n'ont jamais eu accès à l'eau et à l'électricité. Je crois que c'est un projet qui va participer à équilibrer le développement du Sénégal. L'émergence, c'est à partir de ce moment qu'on pourra en parler. Nous l'avons dit au début de notre émission, vous êtes maire de la commune de Ndofane, qui est dans la région de Kaolack. Une commune plutôt ancienne comparée à nombre de ses collègues qui ont été créés à partir de l'acte 3 de la décentralisation. Est-ce qu'on peut considérer à partir de là que vous avez moins de problèmes que ces nouvelles communes-là? Ah oui, c'est clair. Nous, à Ndofane, on a eu l'électricité avant les indépendances. Donc si je vous dis qu'il y a des agglomérations ou des hameaux, des villages qui jusqu'à présent n'ont pas accès à l'électricité, vous comprendrez qu'il n'y a pas photo. La première école publique de Ndofane date de 1947. Il y a de nouvelles communes qui n'en ont pas encore. Donc c'est ce fossé-là qu'il faut combler. Et si vous comparez Ndofane à Dakar ou à Kaolack, on n'a pas un seul kilomètre de route goudronnée. Ça aussi, c'est un problème. Vous êtes en train de remplir votre deuxième mandat à la tête de la commune de Ndofane. Qu'est-ce que vous avez vendu aux populations qui permettent qu'elles tiennent autant à vous, surtout à un moment où, lors des dernières élections, quasiment le PDS a été battu un peu partout? Oui, vous savez, nous, on a été élus pour travailler. Bon, la politique, c'est bien beau, bavarder, c'est facile, mais je pense que si on a été élu, c'est pour régler les problèmes des populations. En ce qui me concerne, la priorité de mon action a été le secteur de l'éducation. J'ai pensé qu'il fallait mettre nos enfants dans les meilleures conditions pour étudier. Et, pour cela, donc, j'ai quand même beaucoup travaillé à améliorer l'environnement de nos enfants. J'ai clôturé pratiquement
toutes les écoles. On a 5 écoles primaires, j'ai clôturé les 4, j'ai réhabilité les classes. Les fournitures scolaires, on les donne chaque début d'année. J'ai même construit un collège. L'État avait créé un collège. Malheureusement, les infrastructures n'ont pas suivi. J'ai convaincu le conseil municipal qu'on mette de l'argent pour construire ce collège-là. Les étudiants qui sont à Dakar, il y a 2 associations d'étudiants. Chaque association a un appartement où nous prenons en charge le loyer, l'électricité, l'eau, donc pour leur permettre d'être les futurs cadres de demain qui vont nous remplacer. Donc, c'est d'abord sur ça qu'on a mis l'accent. Maintenant, les autres aspects sont venus. Organisation des femmes, leur apprendre à prendre des initiatives et à travailler. Appui aux chefs religieux. Disons, instauration d'un climat de dialogue et de paix dans la commune. Voilà quelques axes sur lesquels nous avons mis l'accent pour être réélus. Et voilà, les populations ont compris. Vous savez, les élections locales, ce n'est pas une question de parti politique, c'est une question d'hommes et de leadership. C'est ça que les populations ont en ligne de mire et qui leur permet de choisir leur maire. Est-ce que cette assurance-là que vous avez de pouvoir compter sur des populations d'une commune comme Ndofane qui est importante a joué un peu au moment où vous avez décidé de créer un mouvement en quittant le PDS? Oui, c'est clair. Hein, vous savez, ça aussi, le dialogue a été instauré, l'échange. J'ai beaucoup discuté avec les populations. Vous savez, quand même, le pouvoir a changé en 2012. Et c'est seulement en 2015 que j'ai créé ce mouvement-là. Ça veut dire qu'avant ça... Il y a eu un chemin qui a été fait. Qui a été fait. J'ai été en phase avec les populations à toutes les étapes de mon cheminement politique. Parce que, après tout, c'est avec les populations qu'on a de la valeur politique. Sinon, on n'en a pas. Et je pense que tout le monde adhère à ce mouvement-là, aussi bien dans le Saloum qu'ailleurs dans le Sénégal, parce que nous, notre position politique, elle est toujours centrée autour de l'appui aux populations. Alors, le M10, c'est le mouvement pour le développement intégral. Démocratique pour le développement intégral du Sénégal. Alors, ce qui sous-tend le M10, c'est ça, développement intégral du Sénégal, c'est que pour nous, le développement n'est pas intégral. Le président lui-même disait que, bon, en parlant du gouvernement et de son projet là, sur l'efficacité, que si vous avez une charrette avec une roue gonflée et une roue dégonflée, ben, vous n'avancez pas. Ça pose forcément problème. Moi, je transpose cette image-là aux populations. Si vous avez des populations nanties et d'autres qui ne sont pas nanties, ben, on n'avancera pas. Pourquoi n'avoir pas directement adhéré à l'APR? Vous savez, c'est question politique. Le président, aujourd'hui, il a besoin que les gens le soutiennent sereinement. Sereinement, c'est avoir une idée et convaincre des gens à venir le soutenir, quelle que soit la forme. Parce qu'en définitive, ce qui est important, c'est que les gens votent pour lui le jour de l'élection présidentielle. C'est ça qu'on a choisi de faire avec nos amis. On a estimé qu'avec tout ce qu'on a vécu vraiment au PDS, parfois dans les partis politiques aussi, je ne dis pas que je n'adhérerai pas à un parti politique, ça peut arriver. Mais franchement, à la phase où nous en sommes, le président Macky Sall a plus besoin qu'on explique ses projets de société, qu'on explique sa vision, plutôt que de se chamailler à occuper des positions dans les partis politiques. Maintenant, l'accompagnement peut évoluer à tout moment. Voilà, mais à la phase où nous en sommes, c'est ça la situation. Quelque part, les gens ont pensé que c'était une transhumance détournée, quoi. Vous savez, quand on est à un certain niveau, quand on a certaines responsabilités, on doit pouvoir s'assumer. Donc, vous savez, pour les présidentielles, c'est toujours le choix d'un homme. Moi, n'étant pas candidat à l'élection présidentielle, j'ai fait une comparaison et j'ai choisi Macky Sall. Qu'on l'appelle transhumance, migration ou je ne sais quoi, c'est une responsabilité que j'assume avec les gens qui m'accompagnent. De quoi voudriez-vous être le plus fier au moment de quitter le fauteuil de maire? Alors,
D'abord, dans mon programme 2020, 2020 c'est 2020. OK. Donc c'est ça le programme que j'ai mis en place lors des dernières élections locales. Donc, dans ce programme 2020, il y avait 7 points. Mais je vais peut-être parler de 2 points qui me tiennent absolument à cœur. Le premier point, c'est, moi je veux toujours instaurer un climat de paix et de quiétude pour permettre aux populations de vaquer à leurs besoins, de travailler tranquillement. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, même si Ndofane a eu l'électricité depuis avant les indépendances, il y a encore des quartiers où les gens n'ont pas accès à l'eau et à l'électricité. Une généralisation, quoi. Voilà, donc, parce que la ville s'agrandit. J'aurais voulu que les populations, en construisant, trouvent l'eau et l'électricité sur place. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, franchement, je trouve que dans ce monde moderne, le minimum qu'il faut à quelqu'un pour vivre dignement, c'est la lumière, le jour et la nuit. Merci beaucoup, monsieur le maire. C'est moi. Nous avons été contents de vous recevoir dans Gano Sénégal. C'est moi et je vous encourage et vous félicite pour cette émission.